La France s'est-elle rendue complice du génocide rwandais? C'est une accusation qu'on entend depuis longtemps déjà et qui vient d'être alimentée à nouveau, d'abord par deux plaintes. L'une concerne la banque BNP Paribas, l'autre une plainte contre X qui vise plusieurs dirigeants politiques et militaires de l'époque. Et puis, un nouvel article dans la revue 21 de Patrick de Saint-Exupéry, un bon connaisseur du Rwanda, auteur de l'Inavouable, c'était en 2004, et pour qui la France a réarmé les responsables du génocide en violant sciemment l'embargo de l'ONU sur les armes. On en parle avec à mes côtés Marie-Laure Ghislain. Vous êtes responsable du contentieux de l'association Sherpa, association qui est partie civile dans la plainte pour complicité de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre BNP Paribas. Également avec nous Maria Malagardis, vous êtes journaliste Afrique à Libération. François Graner, vous êtes porte-parole de l'association Survie sur le Rwanda. C'est l'association qui est à l'origine de cette plainte contre X, donc pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité qui vise des dirigeants français, politiques et militaires de l'époque. Vous êtes également l'auteur de cet ouvrage, Le sabre et la machette, officier français et génocide Tutsi. Et enfin avec nous, Charles Onana, journaliste d'enquête et essayiste. Vous êtes auteur de La France dans la terreur rwandaise. C'est paru aux éditions du Boiris en 2014. L'article de la revue 21, donc à l'appui de cette accusation, le témoignage anonyme d'un haut fonctionnaire qui a pu consulter les archives de l'Élysée, des archives qui couvrent la période 1990-1994. C'est François Hollande qui a décidé donc d'en permettre la consultation. Et bien cette source anonyme cite un ordre écrit d'Hubert Védrine, alors secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand. Hubert Védrine qui donc aurait donné l'ordre de réarmer les génocidaires. Vous en pensez quoi, Charles Onana? Écoutez, j'espère qu'ils vont apporter des preuves à ce qu'ils avancent. J'ai entendu sur une autre antenne Monsieur Saint-Exupéry dire qu'il n'avait pas de preuves à ce qu'il disait. Bon, quand on accuse Monsieur Védrine, qui était à l'époque conseiller diplomatique à l'Élysée, je doute que... Secrétaire général. Oui, il a été secrétaire général de la présidence, il a été d'abord conseiller diplomatique. Donc, si vous voulez... Jacques Attali était le Sherpa de François Mitterrand. Lui, il était secrétaire général de la présidence. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous avez... Enfin, il faut resituer un peu le contexte. À l'époque, il y a un Premier ministre qui est libéral, M. Édouard Balladur, et François Mitterrand qui est socialiste. Donc, pour pouvoir prendre une décision comme celle-là, autorisée, donc c'est soit le Premier ministre, soit le Président de la République. C'est pas le secrétaire général de la présidence. Donc le pouvoir de M. Védrine pour prendre une telle décision est extrêmement faible. En plus, moi j'ai consulté les archives de l'Élysée avant même la déclassification. Je les ai regardées attentivement. Il y a énormément de choses dans ces archives qui gênent ceux qui accusent la France là aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais comment y avez-vous eu accès avant la déclassification? Écoutez, vous savez très bien qu'un journaliste, quand il cherche, il trouve. Hein. Si vous êtes acharné à chercher, vous allez trouver. Oui. Donc, je les pas ai toujours, eus. Les documents classiques. J'en ai consulté énormément d'autres Nations Unies. Donc, je suis au courant à peu près de ce qui se passe dans ce dossier. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis 20 ans, les accusations régulières, permanentes contre la France et l'armée française, mais sont devenues légion, au point que personne ne se pose la question de savoir qui étaient les auteurs de toute cette histoire. Parce que vous aviez l'Ouganda, qui a financé, qui a armé le FPR, par exemple. Vous n'oserez jamais aller attaquer l'Ouganda. Vous ne poserez jamais de plainte contre l'Ouganda. Le vous s'adresse à qui? Comment? Le vous s'adresse à qui? Aux associations à ceux qui déposent des plaintes uniquement contre un certain nombre de gens. Et puis, Survie, par exemple, n'oserait jamais déposer plainte contre le FPR pour les crimes commis par le FPR, que ce soit, puisque vous vous intéressez à la dimension économique, il y a le pillage du FPR au Congo. Bon, ça ne vous intéresse pas, puisque le président de Survie à l'époque a reçu le 22 août 1994 une lettre du FPR lui demandant de collaborer pour le travail qui a été fait antérieurement. Donc il y a une série de choses qui font qu'on se rend compte que toutes ces associations ont une cible privilégiée, c'est les soldats français et c'est l'armée française. Les Américains ne sont pas concernés, les Israéliens ne sont pas concernés, les Anglais ne sont pas concernés, les Belges qui étaient impliqués dans le dossier rwandais ne sont pas concernés. Et ce sont des questions juridiques, monsieur. Mais les Belges n'étaient pas sur place, les Français, les Américains n'étaient pas sur place. Pas de la même façon que les Français. Charles Onana, on va laisser... Le premier soutien militaire les archives américaines, on va laisser tout le contraire. Vous prétendez avoir vu des archives classiques
classifié. Moi, j'en crois pas un mot. Mais attendez, où dérive N'en croyez pas. Vous avez publié un article disant que les Français ont envoyé des missiles. Où est-ce que les missiles ont été envoyés? Les missiles français ont été envoyés où, à quel endroit? Mais bien sûr, ils ont été répertoriés par... Mais qui les a pris? Qui les a récupérés? Alors, on va pas refaire les théories. Je pense que le spectateur comprend rien. Vous passez d'un truc à l'autre. Mais il faut être précis. Non, mais Charles Nana, on va pas refaire les théories sur... Non, c'est pas des théories, il faut être précis. On va pas refaire les théories sur l'avion de Juvénal Habyarimana et ce qu'il en est advenu. François Graner, vous avez été mis en cause personnellement, enfin Survie vient d'être mise en cause personnellement par Charles Nana comme étant une association en gros de parti pris. Je vais vous laisser répondre. D'abord peut-être une question pour qu'on comprenne bien ces fameuses archives déclassifiées par François Hollande sur la période 90-94. Qui a pu y avoir accès? Alors, François Hollande a fait une annonce demandant d'ouvrir largement un salon d'archives. Plusieurs ministères ont fait un travail de déclassification. En ce qui concerne les archives qui étaient stockées à l'Élysée et qui ont été versées aux archives nationales, elles sont encore sous le contrôle d'une personne privée à qui Mitterrand a donné le pouvoir de donner les consultations à titre et qui décide absolument arbitraire. C'est elle qui totalement décide. Discrétionnaire. C'est totalement discrétionnaire. Il n'y a pas de recours judiciaire. Et même si François Hollande demande l'ouverture, elle peut le faire ou elle peut ne pas le faire. Donc elle a pu donner à M. Nana des autorisations si elle a voulu. Moi, j'ai fait une demande après l'annonce de M. Hollande. Et effectivement, je n'ai eu qu'une petite partie des archives disponibles. Depuis, il y a d'autres personnes qui sont jointes à moi et qui ont fait des demandes. Et les réponses sont arbitraires. Et donc actuellement, il y a une remontée au Conseil constitutionnel pour savoir pourquoi, effectivement, une personne privée peut avoir le droit de cacher des archives d'État qui permettent aux citoyens français de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Mariama Lagardis, d'abord, pourquoi un tel secret? Est-ce que, d'une certaine manière, l'État français a quelque chose à cacher dans cette affaire? Et puis, cette personne, ce haut fonctionnaire cité par Patrick de Saint-Exupéry à l'appui donc de son article, qu'est-ce qui garantit qu'il a bien eu accès à une note signée de la main d'Hubert Védrine pendant cette période clé qui concerne effectivement l'engagement des forces turquoises au Rwanda? A priori, rien. On verra bien si M. Hubert Védrine porte plainte en diffamation, ce qu'il devrait faire normalement si effectivement tout ça est faux. Donc on va très vite le savoir. En dehors de ça, je dirais qu'il y a d'autres documents qui sont sortis des archives, notamment des archives François Mitterrand, et notamment une dépêche Reuters datée du 15 juillet 1994, et titrée « Paris est prêt à arrêter les auteurs du génocide ». Le titre de cette dépêche est souligné et en marge, il est dit lecture du président, ce n'est pas ce qui a été dit chez le Premier ministre, signature Hubert Védrine. Aujourd'hui, elle est dans le domaine public. Donc, la France avait intérêt à l'époque à protéger le pouvoir Hutu à Kigali au moment du crash de l'avion de Juvénal Habyarimana et du début du génocide. Il faut le croire. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui montrent un soutien persistant. Paris a été le seul pays, la France a été le seul pays à accueillir des membres de ce gouvernement intérimaire. Le seul pays au monde. Le 22, si je ne me Sur trompe... quel motif? Des luttes de pouvoir avec les Américains, c'est ce qu'on disait à l'époque? Ça, c'est le fantasme qui a pu à un moment habiter un certain nombre de responsables français. On ne tue pas près d'1 million de personnes sur des histoires de lutte d'influence. Qui étaient les assassins? Qui a tué? Oui, bon, enfin écoutez, on ne va pas ici commencer à refaire le débat. On ne va pas. Quand on vous pose des questions précises, vous ne répondez jamais. Qui a tué? Le gouvernement intérimaire. Qui a tué? Le gouvernement Human Rights Watch que vous citiez tout à l'heure, Human Rights Watch cite les crimes commis par le FPR. Pourquoi vous ne les poursuivez pas? Parce que le FPR n'a pas commis le génocide. Le FPR n'a pas créé Radio Mille Collines. Le FPR n'a la radio pas Mouaboura, la radio... Ça n'avait rien à voir. Vous avez l'impression... Ça n'avait rien à voir, monsieur. Non, la CIA a récupéré les bandes de Radio Mouaboura. Je sais où elles se trouvent, les bandes de Radio Mouaboura. On ne va pas commencer à discuter du bien fondé... Vous voulez polémiquer parce que vous ne voulez pas parler précisément. Charles Nana, la radio des Mille Collines, c'est un fait qui est connu, qui a été même jugé en France. Oui, mais vous savez, Radio Mille Collines est une radio qui a été créée à la suite de l'existence de Radio Mouaboura, radio du FPR. Et donc on est en plein... Calmez-vous, pourquoi vous énervez? On parle d'appel quotidien. Vous êtes sûr de votre fait, vous ne vous énervez pas. On parle d'appel quotidien au meurtre sur des critères ethniques. Comment? On parle d'appel quotidien au meurtre sur des critères ethniques. Mais vous savez, si vous n'écoutez pas, vous savez quand il y a une guerre, bien sûr, vous avez des... C'est connu. Non, le problème dans toute cette histoire, c'est que tout ce qui est... Il n'y a rien. On vous dira même que le FPR n'a jamais commis des crimes.
Le Front Alors qu'il y a patriotique des rwandais documents. aujourd'hui. Amnesty International a publié en 1994 un rapport mentionnant les crimes commis par l'OFPR. Pourquoi ces crimes-là ne vous Parce que intéressent c'est pas? des crimes de guerre. Ça n'a rien à voir. C'est des crimes de guerre. Peut-être Marie-Laure Ghislain d'abord, et puis ensuite je vous laisserai répondre. Non, j'aimerais juste revenir sur la qualité de ce débat, puisque quand on parle de précision de réponse, pourquoi, alors qu'on essaie d'amener les preuves, en l'occurrence la preuve sur BNP, de l'implication de BNP, vous nous dites pourquoi ne pas avoir accusé le Crédit Lyonnais? Quand on vous dit on accuse faites toute la lumière. personne, faites toute la lumière. C'est ça l'enjeu d'une compréhension, c'est de faire toute la lumière. On va justement laisser nos invités s'exprimer et faire toute la lumière. J'ai l'impression que vous accusez d'autres États, l'Ouganda, non, je veux s'il vous plaît, tous les acteurs impliqués. sans amener de preuves. Donc essayez, s'il vous plaît, de respecter le fait que nous sommes ici, nous avons chacun déposé une plainte qui n'a rien à voir d'ailleurs, et nous aimerions parler des preuves, des éléments qui sont fournis au dossier. Voilà. S'agissant justement des preuves, on évoquait donc à l'instant dans cet article 21 une déclaration d'un haut fonctionnaire qui dit avoir eu accès donc à ces archives déclassifiées, en tout cas à une note signée de la main d'Hubert Védrine appelant à réarmer les génocidaires rwandais. Il y a également des témoignages, et notamment celui aujourd'hui d'un ancien officier de l'armée de terre sous turquoise. Il témoigne à visage découvert, Guillaume Ancel. Écoutez ce qu'il a à dire. On nous a demandé de livrer des armes aux génocidaires dans les camps de réfugiés. Moi, j'ai assisté à une de ces livraisons. C'était la deuxième quinzaine de juillet 1994. Je demande des explications sur ce sujet. Et là, j'entends les commandants du groupement m'expliquer sans y croire qu'en fait, on livre des armes à ces hommes qui ont conduit les massacres parce qu'il faut éviter qu'ils se retournent contre l'armée française. Et je comprends à ce moment-là qu'ils ne font qu'exécuter des directives qui viennent du plus haut niveau de l'État. François Graner, ces propos, ils sont incontestables d'après vous? C'est un témoignage effectivement qui conforte un certain nombre de documents qu'on a sur le réarmement, sur les livraisons d'armes à différents stades, avant, pendant et après le génocide des Tutsis. Je voudrais rappeler qu'on est le 29 juin, que exactement le 29 juin, il y a 23 ans, sur les collines de Bicécero, des Tutsis survivants au génocide des Tutsis s'étaient regroupés, un petit groupe, et qu'il échappait aux tueurs en se cachant, et que les soldats français, et qui étaient arrivés à ce moment-là, les ont vus, ne les ont pas secourus, et pendant 3 jours, ils ont été livrés aux tueurs, et ils ont presque entièrement disparu. Et donc, ces personnes-là, les quelques rescapés, ont porté plainte contre les hauts responsables politiques et militaires français de l'époque, et cette plainte est là depuis plusieurs années, et elle est nourrie par un dossier extrêmement solide, où l'association Survie soutient effectivement ce dossier-là, et c'est complètement cohérent avec la plainte qui est développée actuellement, qui est celle sur les livraisons d'armes, cette fois à l'armée rwandaise elle-même, et qui fait partie du soutien constant, continu de l'armée française et dirigée par les dirigeants politiques et militaires de l'époque pour soutenir un régime et un groupe armé qui lui est favorable et qui lui permet de stabiliser sa zone d'influence. Maria Malagardis, le but avoué de l'opération turquoise à l'époque, c'était de mettre un terme au génocide. Est-ce qu'en prenant, comme semble le dire ce militaire, le parti du gouvernement intérimaire, ou en tout cas de ceux qui sur le terrain perpétraient le génocide, est-ce qu'il y a eu un aveuglement de la France ou bien du cynisme pur et simple? Waouh, question compliquée. Je ne suis pas dans la tête des responsables qui décident ça. On peut juste constater les faits. Le témoignage de Guillaume Ancel vient conforter un certain nombre d'éléments qu'on avait déjà depuis quelques années. J'ajouterais que moi, j'étais en reportage au Rwanda et au Zaïre pendant l'opération turquoise, et qu'il n'était pas rare de rencontrer des officiers qui avaient des doutes sur ce qu'il s'agissait exactement de faire. Et je me souviens notamment d'une fois du côté de Chiangougou, où on a vu passer des voitures avec des gens qui avaient l'air importants, et j'ai demandé qui c'était. Ils m'ont dit c'est des responsables du Rwanda et on les laisse filer. C'est des choses qu'on sait, c'est des choses qui sont... Effectivement, il y a une sorte de... Comment dire? Il y a une ambiguïté initiale, originelle, avec l'opération turquoise.
Ça c'est certain. Et le témoignage de Guillaume Ancel n'est que, encore une fois, le dernier élément à la suite de beaucoup d'éléments qu'on avait là-dessus. J'ajouterais que de toute façon, quand la France intervient, le génocide, malheureusement, il est presque terminé. Oui, mais qu'est-ce qui fait, pardonnez-moi, mais qu'est-ce qui fait que la raison d'État à l'époque, pour François Mitterrand, c'est de soutenir le pouvoir en place? C'est la volonté de stabiliser le pays? Ah bah, si vous voulez stabiliser le pays en soutenant un pouvoir qui assassine ses concitoyens, ça semble un peu compliqué. Non, je me fais l'avocat du jeu, je pose la question tout simplement, naïvement. Je pense qu'il y a toute une série d'éléments qu'il est peut-être un peu long d'énumérer ici, mais qui vont d'une vision... des accords de sécurité qui lient la France à ses partenaires africains, et que, étant donné que la France s'était liée au régime de Juvénal à Biarimana, alors qu'il n'y avait pas d'accord de défense, en intervenant contre l'attaque du FPR le 1er octobre 90, que ce soutien n'avait cessé de s'amplifier, qu'elle avait formé les militaires français, il y avait une sorte de peur que cet exemple-là, en rompant, fournirait un mauvais exemple aux autres pays avec qui la France est liée de manière beaucoup plus formelle. Il y a certainement eu aussi... une sorte de lecture, effectivement, que reprend M. Onana en partie, une sorte de lecture sur une agression anglophone dans un pays francophone proche du Zaïre, parce que c'est vraiment le Zaïre qui était plus important que le Rwanda à l'époque. Donc peut-être une poussée d'une offensive anglophone, enfin une sorte de complexe de Fachoda. Qui finira par se matérialiser avec Laurent Désiré Kabila et sa prise de pouvoir. Oui, sauf qu'il faut bien voir une chose, c'est que le FPR, quoi qu'on en pense, c'était un mouvement certes né en Ouganda parce que formé par des enfants d'exilés Tutsis qui avaient grandi en Ouganda, mais même l'ONU a reconnu, et même la mission d'information parlementaire a reconnu, qu'on ne pouvait pas uniquement considérer que c'était une agression extérieure, puisque ce mouvement était composé entièrement d'enfants d'exilés Tutsis dont les parents avaient été chassés du pays par des pogroms précédents au moment de l'indépendance. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une lecture faussée. Oui. Il y a eu ensuite un engrenage avec une difficulté de se désengager d'une politique dans laquelle finalement... Et de reconnaître donc... de reconnaître qu'on n'avait pas les bons amis. Comment vous pouvez expliquer autrement que la France soit le seul pays, encore une fois, qui accueille les membres d'un gouvernement dont on sait qu'il massacre leurs concitoyens? Charles Onana, écoutez... Excusez-moi, je vais juste vous poser, je vais essayer de reformuler ça sous la forme d'une question. Ce point de vue, qui était celui du gouvernement français à l'époque, aujourd'hui, et depuis un moment, n'est plus clairement le point de vue dominant, en tout cas dans la manière dont on lit cette période. Comment expliquez-vous que la lecture que vous avez, vous, du génocide rwandais ne soit pas partagée par le plus grand nombre? D'abord, il n'y avait pas... Oui, vous savez, quand un grand penseur disait que enfin, il y a eu beaucoup de penseurs qui ont dit des choses ils étaient minoritaires au moment où ils le disaient, mais par la suite, les choses sont devenues beaucoup plus... Tout le monde a trouvé que c'était des évidences. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas une lecture gouvernementale française. Il y avait un gouvernement qui avait deux têtes. Le président Mitterrand n'avait pas la même lecture que M. Balladur. Et d'ailleurs... J'ai lu attentivement tous les articles qui ont été écrits. Pour mener la même politique, François Léotard, ministre de la Défense, lui-même soumis aux mêmes accusations. Dans les discussions ministérielles, dans ce qu'on appelait les rencontres ministérielles restreintes, il y avait un débat. Monsieur Léotard, le ministre de la Coopération, Monsieur Roussin, et M. Balladur et le président Mitterrand n'avaient pas la même... Et M. Juppé, qui était à l'époque ministre des Affaires, ils n'avaient pas tous la même lecture des événements. Et ils n'étaient pas tous partisans d'une intervention pour l'opération turquoise. Donc, pour dire ce qu'ils sont en train de dire là, il va falloir qu'on soit précis à un moment donné. Et je vais donner un autre exemple. Pourquoi pendant 2 mois, c'est-à-dire entre le 6 avril et le 22 juin, parce que finalement, l'intervention turquoise, c'est le 22 juin, mais les massacres qui se déroulent, mais pourquoi on ne les arrête pas? Et pourquoi, d'après vous, la France tarde-t-elle à agir? Alors, je vais vous dire 2 choses qui vont peut-être encore certainement les énerver. C'est qu'au niveau du Conseil de sécurité, il y a un débat. J'ai eu accès à toutes les archives du Conseil de sécurité.
Vous avez beaucoup de chance. Mais oui, mais écoutez, je travaille. Beaucoup de talent, beaucoup de talent. Je me bats pour travailler, pour essayer de comprendre. J'ai pas des certitudes comme eux, ils les ont. Et je regarde de tous les côtés. Je ne regarde pas que d'un seul côté. Je regarde du côté des Américains, du côté des Belges, du côté des... Alors, qu'avez-vous vu, justement, dans Alors, ce que je découvre, c'est que le gouvernement intérimaire qu'ils accusent d'être un gouvernement génocidaire, je rappelle quand même qu'il y a eu un certain nombre de ministres de ce gouvernement qui ont été acquittés. Et là, il n'y a aucune de ces personnes qui va le dire. Bon, alors, ce gouvernement qui voulait effectivement commettre un génocide, comme ils le disent, a appelé les Nations Unies. Depuis le mois d'avril. Il a été délogé de Kigali le 12. Il a quitté Kigali parce que le FPR était en train de menacer. Donc, il y a eu des pressions importantes au sein du Conseil de sécurité, y compris sur la France, pour que la France adopte des résolutions qui étaient faites pour sanctionner ce gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement intérimaire qui, évidemment, vous vous doutez bien, vous êtes en train de commettre un génocide, vous appelez les Nations Unies pour venir voir ce que vous êtes en train de faire. Et vous avez la MINUAR qui est sur place. Et aucun rapport de la MINUAR ne dit ce que vous êtes en train de dire. Aucun, strictement aucun rapport. Donc, à un moment donné, on comprend que le FPR était en situation de gagner la guerre sur le plan militaire. Les États-Unis ont appuyé, ont dit qu'il ne faut pas, Madeleine Albright a dit qu'il ne faut pas intervenir au Rwanda. Voilà pourquoi les massacres vont se dérouler pendant 2 mois sans que personne n'intervienne. Et lorsque la France décide d'intervenir le 22 août, eh bien... Ce qui explique une très large majorité des victimes sont Tutsis ? Qui l'a dit qu'une très large majorité des victimes sont Tutsis? Il y a 2 professeurs américains qui viennent de faire une enquête actuellement au Rwanda. Ouais. Ils ont découvert, ils sont partis de cette hypothèse. Et ils sont arrivés à la conclusion différente. Oui. Une réaction des associations, des représentants d'associations qui sont avec nous. D'abord Marie-Laure Ghislain pour Sherpa. Alors nous, on voudrait vraiment se mettre en dehors de tout ce débat, puisque encore une fois, notre rôle, c'est précisément d'amener un peu de la hauteur sur ces débats qui prennent beaucoup justement d'émotions depuis des années. La preuve. Et nous aimerions rappeler que l'acteur oublié justement dans ce génocide, mais aussi de façon générale dans les violations de droits humains, c'est l'acteur privé. Et c'est l'objet de notre plainte. Rappeler aux nouveaux élus qu'il est très important d'être vigilant plus que jamais sur la possibilité d'être impliqué pour une banque dans des violations graves de droits humains. Et pourquoi c'est la position de principe. C'est la position de principe. Et cette plainte a le mérite aussi de montrer que la loi sur le devoir de vigilance du 21 février qui a été adoptée récemment de façon historique à laquelle Sherpa a participé, permettrait d'éviter l'implication des institutions financières dans les violations de droits humains. Et ça, c'est très important de le rappeler, parce que ça permettrait aux juges d'être encouragés à faire la lumière sur cette affaire et à appliquer cette nouvelle loi pour que tout individu puisse être sûr que son épargne ne sera pas impliquée dans des violations de droits humains. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons une pétition en ce sens pour faire la lumière sur toute cette affaire. François Graner. Comme je disais, du fait que des gens entretiennent sciemment la confusion dans l'esprit du public, l'association Survie travaille sur les documents qui sont non réfutables. Par exemple, ici, dans la plainte qui vise les responsables français, un des éléments de la plainte, c'est les déclarations d'Hubert Védrine lui-même, quand il reconnaît devant la commission de défense de l'Assemblée nationale que les livraisons d'armes aux génocidaires se sont poursuivies, y compris pendant le génocide. À partir du moment où il l'a dit, c'était enregistré, la vidéo est disponible, et donc n'importe qui peut la vérifier, et que ça a été devant des parlementaires, c'est quelque chose qui est un document qui, pour nous, préjugé, pas préjugé, opinion, pas opinion, c'est quelque chose qu'on peut transmettre à la justice en lui demandant de faire son travail pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette déclaration de M. Védrine lui-même, et non pas d'un quelconque opposant. C'était le 16 avril 2014, Hubert Védrine qui reconnaît devant la commission de la défense que des livraisons d'armes se sont bien poursuivies après le début du massacre, tout en disant... Non, 2014. 2014. Tout en affirmant que ça n'avait rien à voir avec le génocide. Donc on continue à livrer des armes après le massacre, mais pas aux génocidaires. Voilà ce que disait Hubert Védrine. Le problème, c'est qu'il y a un attachement entre cette déclaration et la responsabilité de M. Védrine dans les événements. C'est ça qui est intéressant à comprendre, comment ils arrivent, eux, à faire ce lien-là.
Enfin, ça concerne quand même directement ces événements, en l'occurrence. Oui, non, mais le travail d'association ne tient qu'à Hubert Védrine d'affirmer que... Non, mais écoutez, moi, je ne suis pas l'avocat de M. Védrine, il est suffisamment grand pour le défendre. Non, mais ce que moi, je veux comprendre, c'est intellectuellement, comment vous faites un lien entre une déclaration et la responsabilité de la personne. Intellectuellement, c'est très simple. Le travail d'associations sérieuses comme Sherpa ou les autres associations qui déposent leurs plaintes de ce côté-là, sur le côté financier, ou nous, sur le côté politique ou militaire, c'est de fournir des documents qui sont solides, de nourrir la justice, et de demander à la justice de travailler sans préjugés pour établir les liens, parce que c'est le travail de la justice. Et non pas de faire des théories, de faire des grands développements, de dévier le sujet en permanence. De dévier le sujet en permanence. Donc c'est de nourrir des documents, effectivement. Parce que c'est la cause du génocide.